Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, le 99e. Oh, putain, un peu incroyable. Et je démarre immédiatement par les choses. Vu récemment Insaisissable 3, je sais même plus c'est quoi le titre complet, et on s'en battrait pas les steaks par hasard. Alors, j'ai même pas noté le résumé pour vous dire à quel point j'étais colère. Moi j'avais beaucoup aimé le premier, je l'ai trouvé super divertissant, ça allait vite, c'était fun quoi. Le deuxième avait pas mal déçu. Et le troisième, j'avais vu des retours pas bons. Mais je me suis dit, oh, allez. Et alors, il y a un truc qui est fascinant, c'est la niaiserie de ce film. Je me suis fait la remarque à plusieurs reprises durant le visionnage, je me suis dit, mais c'est vraiment pour les tout petits. Même au niveau des vannes, je veux dire. T'as l'impression que c'est interdit aux plus de 12 ans, quoi. Et encore, enfin, j'ai envie de dire, c'est insulter les moins de 12 ans. La bande de potes, là, elle est insupportable. T'as juste envie qu'ils crèvent tous. La complicité, même les scènes d'émotion, enfin, rien ne va. Je dis de temps en temps, mais là, c'est vraiment flagrant, quoi. On dirait un très mauvais épisode de Scooby-Doo, sans le chien, donc c'est vraiment de la merde. Ça ne tient pas du tout. Alors, Insaisissable, comment dire, c'est pas des films qui sont crédibles. On est sur des magiciens qui... voilà, enfin, on est plus proche des Avengers que d'une vraie troupe de magiciens. Même les résolutions de... Les révélations de tours de magie, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun effort. Aucun effort de cohérence. L'intrigue, elle est à chier de merde. Enfin, le personnage qui est révélé vers la fin et... fait un discours waouh, t'as juste envie de ton petit sac à vomi tellement c'est nauséabond, éviter. Alors vraiment, celui-là, c'est long, bordel, c'est hyper long. Pire film que j'ai vu là pour ce JDV. Et j'aurais dû être plus confiant envers les retours qui étaient vraiment très dégoûtés quoi. Bref, ça m'apprendra. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu, ah oui, alors un petit film, Turbulence. Donc je continue, je vous ai noté le résumé que je vous lis immédiatement. Un jeune couple embarque pour un voyage en montgolfière afin de redonner un souffle à sa relation. Accompagnés du pilote, ils accueillent une troisième passagère et tout bascule de façon inattendue à 5000 mètres d'altitude. Putain, c'est haut, faut pas sauter. Hein. Ce qui promettait d'être une expérience inoubliable tourne au cauchemar quand les secrets troublants des passagers éclate au grand jour et que la nature déchaîne sa fureur. Là on est vraiment sur un, voilà, j'allais dire le film du dimanche, ce qui ne veut plus rien dire. C'est pas un téléfilm, ça aurait pu l'être. Bon après, non, c'est un peu au-dessus d'un téléfilm tout de même. On est entre le survival et donc en montgolfière donc. Et le thriller quand même vraiment bas de gamme. Hein. Je veux dire qu'il y a une intrigue que tu vois venir à des kilomètres, tu l'as résolue toi-même avant tous les personnages. Mais vraiment, bon, voilà, du coup, ça n'exige aucune réflexion importante de ton cerveau, c'est ça que je veux dire. Moi, ça me déplaît pas forcément de temps en temps, dès lors que c'est compensé, je veux dire, par d'autres qualités. Et là, de mon point de vue, c'est le cas. Alors, c'est un film sans aucune prétention. Ça, c'est vraiment, ça se sent, qui, alors étonnamment, je trouve, tient en haleine, pour peu donc qu'on soit pas trop exigeant, et a une qualité qui n'est pas négligeable, c'est que sa fin n'est pas mauvaise. Alors évidemment, je vous révèle rien du tout, mais la fin est très satisfaisante. J'ai trouvé aussi bien d'ailleurs en termes d'action, mais surtout, voilà, du point de vue de la narration. Voilà, vraiment. Je m'attendais pas à ce que la fin soit comme ça d'ailleurs, j'étais un peu surpris, alors putain, ça fait plaisir quand ça arrive. Néanmoins, c'est pas un grand film du tout, mais celui-ci je vous le recommande en mode détente. Hein. Voilà. J'ai été plutôt agréablement surpris, je sais pas c'est quoi le budget, mais clairement il est pas ouf. Et les scènes de cascade en montgolfière, ça passe, hein, sincèrement. Voilà, au final, bon. Un petit reproche quand même, les acteurs. Parce que là, il y a donc cette troisième personne qui va apparaître et semer la zizanie. C'est une actrice qu'on a déjà vue, et qui est très bien d'ailleurs, enfin qui joue très bien. Et je trouve que le couple, c'est pas extraordinaire. Étrangement, vers la fin, enfin sur la dernière demi-heure, j'ai eu la sensation que l'actrice principale, qui est donc la compagne du type, je sais pas si elle est mieux dirigée ou si c'est juste que c'est écrit de telle façon qu'elle peut enfin se donner un peu plus. J'ai eu l'impression que son jeu s'améliorait. Bref. Petite reco quoi, mais voilà, c'est pas une fois de plus, hein, c'est pas extraordinaire, mais ça mérite d'être vu. Alors
Premier coup de cœur de ce JDV, Sisu, j'ai jamais su comment on disait d'ailleurs, Sisu, je sais plus. Le chemin de la vengeance, la suite donc du premier volet que j'avais adoré, je vous en avais fait une critique dithyrambique à l'époque sur ma chaîne. Là c'est à nouveau réalisé par, je l'ai noté parce que son prénom est assez étonnant, Jalmari, voilà, Jalmari Elander, et bon sang que ce réal est doué, waouh. Là, une fois de plus, déjà le premier film, la réal m'avait bluffé. On retrouve également, donc dans le rôle titre, bien évidemment, cet acteur qui est incroyable de charisme, Jorma Tommila au top, mais comme dans le premier, hein, sincèrement, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, c'est vraiment le prolongement du premier film, hein, je précise. Le film démarre, c'est peu de temps après le premier film. Et alors là, on a dans son ennemi juré, Stephen Lang, qui est dingue, et qui se régale. Ça se voit de ouf. Tellement de qualité à ce film. D'abord sa durée, à nouveau. L'intelligence de ne pas céder aux standards actuels insupportables. 1h30. Alors, le pitch, putain, Alex, sérieux, quoi. Après la fin de alors, juste après, hein, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Carélie est occupée par l'Union soviétique. Atomic Corpi se rend sur le territoire contrôlé par l'armée rouge pour démonter sa maison et aller la reconstruire en lieu sûr en Finlande. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme il l'espère, parce qu'il est connu comme le loup blanc de toute façon, hein, voilà, pour les Russes, et ils vont se mettre en tête de l'empêcher d'abord de retourner dans son pays, etc., etc. Bref, je ne vous spoil rien du tout. Comme pour le premier film, c'est un road movie, globalement, les effets sont ouf. J'ai énormément aimé le ton à nouveau, donc comme dans le premier, on a des séquences totalement impossibles. Voilà, il y a quelque chose, tout le monde l'a dit, hein, mais il y a vraiment quelque chose de Mad Max dans ces films, Sisu, mais en même temps c'est très différent. Néanmoins, voilà, on a des séquences, voilà, il y a des cascades, mais enfin, je peux pas vous les spoiler, j'allais décrire une scène, mais c'est du spoil, ce serait dommage. Mais il y a des séquences, c'est évidemment impossible, mais le réal essaye pas de te faire croire que c'est possible, c'est ça que je veux dire en fait. C'est un délire, voilà, on est à la frontière vraiment entre une tension réelle, et il y a une tension de ouf tout au long du film, comme dans le premier, mais tu as de temps en temps, de façon assez calculée et maîtrisée je trouve, principalement dans les séquences vraiment d'action féroce, et il y en a beaucoup, c'est très généreux, comme dans le premier film. Voilà, il y a des moments où évidemment que c'est impossible, et évidemment que c'est voulu, c'est très bien, alors par contre c'est très bien fait, au niveau, je veux dire, des effets, quoi, tout, hein, même cascade, tout, vraiment, j'ai aucun reproche à faire à ce film, je me suis régalé. En tout cas, si vous avez aimé Sisu, vous allez adorer celui-ci, franchement, je vois pas comment on peut aimer le premier et ne pas apprécier le second. Par contre, voilà, si le premier vous a laissé sur le bas-côté, essayez même pas, c'est pas la peine. Un autre truc où c'est pas la peine, c'est Keeper, chez nous c'est l'élu, de Os Perkins. Alors Os Perkins, c'est un réal que, comment dire, ça dépend. Voilà, j'avais pas du tout aimé, si vous vous en souvenez, parce que je vous en avais parlé à sa sortie, j'avais pas du tout aimé The Monkey, mais alors vraiment pas. À l'inverse, j'avais bien aimé vraiment Longlegs, avec Nicolas Cage, incroyable. Alors là, le film a fait un petit buzz sur les réseaux, et, notamment les réseaux d'autres réals, enfin d'être comme ça, je me souviens de ça, ce qui ne l'a pas empêché de faire un bid monumental. Le genre comment dire, d'effondrement au box-office qui fait très très mal. Au total, il a rapporté 2 millions de dollars. C'est une catastrophe de ouf. The Monkey, ça avait rapporté 22 millions, pour vous donner un ordre de comparaison. Et Longlegs encore beaucoup plus. Tout ça pour des budgets pas énormes, mais qui tournent... Enfin, Monkey, je crois que c'était 9 ou 10 millions, si je dis pas de conneries, là ça doit être pareil. Donc bref, donc 2 millions de recettes, les pertes sont monumentales. Et de mon point de vue, c'est mérité. Alors, de quoi ça parle? Un homme et une femme passent leur week-end d'anniversaire de rencontre dans une cabane isolée dans les bois. Leur relation apparaît compliquée et des choses étranges commencent à se produire. Les sombres secrets de la cabane seront progressivement révélés. Je tiens à préciser que le lieu où on se trouve appartient en fait à cet homme, et elle y est invitée. Enfin, ils le disent pas, mais pour moi ça a son importance évidemment. Alors j'ai pas aimé, hein. On est à nouveau sur un film sans aucune subtilité qui dit, enfin dans le message en fait se résume à dire l'homme il est toxique, il est fourbe, il est menteur, il est manipulateur. Voilà, donc bon, moi quand dès lors que ça me raconte aussi quand même un peu autre chose et tout, ça peut, bon pourquoi pas, mais c'est la façon de le faire.
Et là, la façon, sincèrement, le scénar est nul à chier. Il est ultra prévisible. Il a un twist ringard, des flashbacks relous. Rien ne nous est épargné. Alors, rien ne va à part le décor. La forêt joue très bien. Elle est magnifique. Ainsi que la maison. La maison est très belle. Ah ouais, putain, c'est une belle maison. Hein. Et j'avoue que même dans les scènes de... les scènes où t'es censé être terrifié, ce qui ne t'arrivera jamais en visionnant ce film, t'admires les lieux. Tu fais, oh putain. Ah non, mais cet escalier, c'est dingue quand même. Quel est l'architecte qui a pensé? C'est une belle merde. Je vous le déconseille. D'accord, si vous voulez bien terminer l'année, il faut éviter l'élu. Ensuite, une autre purge de Belle Dame, écrit, produit et réalisé par la très jeune Angela Goldner. Je ne connaissais absolument pas, je crois que c'est son premier film. Maintenant, chaque fois que je vais dire que c'est le premier film d'une ou d'un réalisateur, je vais me rappeler de cette histoire. Une jeune mère retourne dans la maison de son enfance et se retrouve confrontée à une entité ancestrale et malveillante tapie dans les murs. Alors que la hantise s'intensifie, elle est poussée à bout pour protéger son bébé et son esprit. Voilà. Alors, le pitch dit vraiment pas grand-chose. Hein. Moi, j'en aurais dit un peu plus quand même, mais j'en ai même pas l'envie. Parce que c'est de la merde. Alors, néanmoins, c'est beau. Ah, c'est très beau. De très très beaux plans par moment. C'est aussi beau que c'est chiant. Et quand vous avez vu le film, vous voyez à quel point je complimente la beauté esthétique du film. C'est chiant, c'est lent, on se fout de tout ce qui se passe. Tu regardes ça et tu te dis... En fait, ça fait partie de ces films qui essayent vraiment, mais sans talent du coup, et sans subtilité. Essayent de te faire ressentir certaines choses, et c'est tellement mal amené que tu es en face et tu dis... Ok, donc là c'est ce sentiment-là que je suis censé éprouver. Bah non en fait. Bon, tant pis, peut-être que pour la prochaine séquence, ça va marcher. Et à la séquence suivante, tu dis ah oui ok, là c'est le moment où je devrais me... Non plus. Enfin voilà, bref. Et alors le pompon, la cerise sur le glaçage du gâteau, périmé en l'occurrence, c'est la toute fin avec un twist. Oh putain, le twist final, sans aucune subtilité, mais sans aucun talent du coup, avec 10 000 séquences qu'on te remontre pour que tu dises « Ah putain, qu'est-ce que c'est malin !» Mais c'est pas malin du tout en vérité. Ah, alors, je conclus avec, figurez-vous, si ce n'est mon coup de cœur de l'année 2025, un de mes 3 films préférés de cette année, c'est absolument plié, et c'est un miracle. Je sais pas, on est le 20, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été cueilli, et j'ai été cueilli vraiment comme je l'ai été avec... Alors c'est très différent, hein, évidemment. Mais comme je l'ai été avec Rent-A-Pal à l'époque de sa sortie, je vous en avais parlé, etc., où j'avais beaucoup aimé Psycho Gorman aussi dans la série Tout Petit Film, mais là c'est vraiment une comédie délirante, ce qui n'était pas le cas de Rent-A-Pal. It Ends. Alors, putain de merde. Je l'ai lancé en attendant tellement rien et en me préparant même à être face à un truc assez médiocre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai pris sans réfléchir et sans vraiment me renseigner. J'en avais absolument pas entendu parler de ce film. Alors, inutile de vous dire que par la suite, j'ai fait des recherches. Voilà, il est apparu sur un site Corsair. Je me suis dit, je vais me mettre ça en fin de soirée, ça va être très, très sympa avec ma chérie. Et bah, c'était beaucoup plus que très sympa. Alors, le film dure 1h29, première grande qualité dans la mesure où le premier montage, ça je l'ai appris aujourd'hui d'ailleurs en fouinant, le premier montage faisait 3 heures. Le réal a cuté pour épurer le truc jusqu'à ce qu'il reste que la moitié du premier montage. Je dois avouer que même si j'ai vu en interview, ils ont donné toute l'équipe en interview au magazine Collider américain. Je dois avouer que quand il parle un peu du premier montage, le réal il est très content d'avoir coupé ce qu'il a coupé, mais du côté du casting, voilà, il y en a qui regrettent l'absence de certaines scènes. Moi j'aurais bien aimé du coup maintenant pouvoir découvrir une version beaucoup plus longue. J'ai l'impression que ce sera pas possible. Ce n'est pas grave. Alors, de quoi parle ce film? Alors, le pitch est très 4e dimension, hein, je vous le dis. 4 amis au début de la vingtaine à peu près, donc t'es vraiment des jeunes hein, quand même, qui viennent de donner un coup de main pour un déménagement, partent en voiture en fin de journée pour aller se ravitailler. Et ils se connaissent depuis longtemps, mais commencent à prendre des chemins différents dans leur vie. Ils se voient plus aussi souvent, enfin on le perçoit par rapport à leur conversation dans la voiture. Là, ils plaisantent, échangent des nouvelles, et en suivant le GPS, ils ont l'indication qu'ils doivent prendre le prochain tournant à droite. Mais il va y avoir un problème que je vous dis pas.
Mais la conclusion, c'est que donc bon, voilà, ce coup-ci la nuit est tombée, etc. Et ils vont se retrouver coincés sur une route sans fin, entourés d'une gigantesque forêt. Des questions vont évidemment se poser très rapidement. Pourquoi cette route semble se poursuivre à l'infini? Pourquoi le véhicule, au bout d'un moment, qui n'a plus d'essence, continue de rouler? Pourquoi, alors que ils vont se retrouver donc piégés, micro spoil, mais ça fait partie du pitch de départ. Ils vont se retrouver piégés sur cette route sans fin. Pourquoi ils n'ont jamais sommeil? Pourquoi ils n'ont jamais faim? Pourquoi ils n'ont jamais soif? Des choses comme ça. Et surtout, pourquoi, dès lors qu'ils s'arrêtent et descendent du véhicule, enfin dès lors qu'ils s'arrêtent, en fait même tout simplement, passer 1 minute 30, des gens surgissent de la forêt, enragés, et courent vers eux. Je précise que c'est pas des zombies, parce que ça ce serait un peu la facilité. Ah ouais, c'est un truc de zombie. Non, pas du tout. C'est des gens, voilà. Ah, j'aimerais en dire tellement plus, mais ce n'est pas possible, puisque ce serait spoilé. Ce que je peux dire par contre, et là j'avoue que j'avais beaucoup de choses à dire, oui, ça démarre comme un film d'horreur classique, jusqu'au générique. Le générique arrive, enfin le générique, c'est pas le générique, c'est l'apparition du titre, It Ends. Ça s'affiche sur l'écran comme ça, au bout d'un bon moment. Ça fait déjà, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça. Et jusqu'à ce moment-là, tu te dis que tu es devant un film d'horreur. Assez classique. Moi j'aime beaucoup le pitch, l'histoire de ce groupe d'amis qui se retrouvent prisonniers d'une route sans fin et où des phénomènes inexpliqués s'accumulent. Enfin, c'est comme un cauchemar. Enfin, c'est pour ça que je parlais de la 4e dimension. Moi, ça m'a rappelé vraiment les meilleurs épisodes de la 4e dimension. Ça, je suis ultra client. Mais j'espérais que ce soit plus que ça, et c'est beaucoup plus que ça. Alors ça peut décevoir des gens qui s'attendraient à juste un film d'horreur, voilà. Et non, on va glisser vers quelque chose de mon point de vue, mais pas que du mien visiblement, vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de moins facile à classifier. Un truc que je pourrais dire sur ce film, c'est que c'est une réflexion existentielle, mais vraiment, je vais y revenir, horrifique quand même. Également un film sur la perte de contrôle, la fuite en avant, les repères, voilà, qui s'effacent. Oh putain, mais c'est tellement bien amené, enfin je trouve. Les acteurs sont bluffants, j'en connaissais aucun, et ben putain, bah bravo quoi. Un jeu ultra crédible, vraiment entre les 4 protagonistes, des dialogues inspirés, souvent intenses, et on est face à un film assez profond, au pouvoir d'immersion assez impressionnant, et qui donc soulève de nombreuses questions franchement angoissante, liée à la perception même de l'existence, et s'abstient volontairement d'y apporter des réponses, quoi. Ce n'est pas un film qui cherche à séduire le grand public, c'est ça que j'ai envie de dire. L'important ici, c'est vraiment la situation incompréhensible dont on est la proie, et dont on ne parvient pas à s'extraire. On n'est pas du tout dans la résolution de cette situation. Et en effet, l'explication en fait d'un phénomène terrifiant qui nous impacterait peut ne jamais être à notre portée en fait, tout simplement. On peut ne jamais la percevoir. C'est ce que ce film fait d'une certaine manière. Alors donc c'est vraiment un film ovni avec plusieurs couches de lecture, d'interprétation, je veux dire, plus profond que ce qu'il y paraît, mais on peut aussi le regarder sans se poser de questions. Ce que je veux dire, c'est que je pense que même en le regardant au premier degré et sans se dire ça renvoie à ça, etc., juste regarder ce qui se passe, quoi. On peut totalement l'apprécier. Néanmoins, on perçoit tout de même que le réal cherche à faire passer des messages et ils sont très intéressants, très angoissants. Et bref. Donc ça, je pourrais dire que c'est un peu sa faiblesse d'un point de vue commercial et son énorme force d'un point de vue artistique. Alors ce film, il a été présenté dans pas mal de festivals depuis, je crois, un peu moins d'1 an, et tout en séduisant les critiques et le public présent, on le voit même dans les retours de ces festivals, il n'est pas parvenu à trouver un distributeur important pour le territoire américain. Enfin, ça commençait à être un peu les boules, et soudain la chance a enfin souri, et c'est très récent, moins d'1 mois. La chance a souri au réal, puisque un nouveau site est apparu, une nouvelle plateforme, qui s'appelle Letterboxd Video Store, j'avais noté, ouvert début décembre, et qui a inclus le film à son catalogue, et depuis, plein de gens, en tout cas aux États-Unis, le découvrent comme ça, et la vraie
très grosse bonne nouvelle pour le réal, son équipe et tous ceux qui ont aimé ce petit film, hein. C'est le producteur-distributeur Neon, donc voilà, ultra tendance. Je crois que c'est le distributeur le plus tendance avec A24. D'ailleurs, ils se tirent la bourre un peu, ils sont un peu en opposition. A décidé d'acheter le film, et donc ça c'est une nouvelle qui est tombée il y a même pas 3 jours, je crois, pour le distribuer et planifier sa sortie en salle aux États-Unis l'année prochaine, donc en 2026. Ça fait ultra plaisir, c'est tellement mérité. Je disais donc à l'instant que c'est un tout petit film, mais là vraiment, j'ai pas réussi à trouver le budget. J'ai vu qu'il y a des journaux qui le comparent au budget du tout premier projet Blair Witch. Donc on est sur une somme sans doute ridicule, et c'est la passion du cinéma, enfin voilà, qui est l'unique moteur. Et je trouve que ça se sent, c'est vraiment incroyable. 100% de retours positifs sur Rotten Tomatoes, c'est quand même extrêmement rare que ça arrive. Sachant qu'il y a quand même déjà sur Rotten 24 critiques professionnelles compilées. Voilà, faire 100% de moyenne avec 24 critiques, c'est déjà un petit exploit. Ça va forcément évoluer, on s'en fout un peu, ça fait plaisir. Enfin, sincèrement, moi je trouve que c'est mérité. On est face, pour peu que le film nous touche et nous emporte et nous questionne, un genre de petit miracle, hein, très franchement. Donc c'est une immense recommandation, c'est vraiment, je vous dis, c'est un de mes coups de cœur de l'année, mais un de mes 3 coups de cœur de l'année. J'ai aucun reproche à faire à ce film. Aucun. De mon point de vue, il ne tombe dans aucune facilité. Il y a tellement de scènes que j'ai adorées, mais là pour vous en parler, il faudrait que vous l'ayez vu, donc c'est pas possible, donc je vais garder mes anecdotes pour moi. Je vais juste noter un tout petit truc que je trouve génial, c'est que c'est extrêmement bien écrit. Je l'ai dit tout à l'heure, les dialogues, mais tout, hein, c'est ultra crédible. Mais c'est pas que crédible, c'est intelligent. Il y a un truc d'immersion dont j'ai déjà parlé, mais qui passe aussi avec la façon dont ces 4 personnes conversent entre elles. Et où t'as l'impression d'être avec eux dans la bagnole, mais aucune prise de parole ne sert à rien. Donc bref, je vais m'arrêter là, ça fait, on dirait une vidéo, j'aurais pu faire une vidéo spéciale là-dessus, mais personne ne l'aurait regardé, puisque personne n'en parle. Vraiment, hein, c'est encore très confidentiel. Je pense être le premier youtubeur français, c'est même pas je pense, en tout cas j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et le premier youtubeur français à vous parler de It Ends, vous repenserez à moi dans quelques mois quand il sortira en salle aux États-Unis et que tout le monde dira oh putain c'est quoi ça. Par ailleurs, il est possible que ça vous plaise pas du tout, parce qu'une fois de plus, c'est quand même un trip. Mais oh là là, quand t'es touché par le machin, waouh, c'est comme un rêve cauchemardesque, mais en même temps un peu vaporeux. Enfin, oh putain. Et je regardais, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. J'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Est-ce que tu vas aller voir Guns N' Roses le 1er ou 3 juillet 2026 à Bercy à Cœur Arena? Je ne sais pas encore. Voilà, je sais pas du tout parce que le dernier passage qui date pas d'il y a très longtemps d'ailleurs à Paris, c'était vraiment Axl Rose, il a trop du mal à chanter. En ce moment, il a des problèmes, hein, clairement. Et je comprends pas pourquoi il s'acharne. Enfin, si, les millions de dollars, mais moi, je pense qu'il devrait faire un gros break de 6 mois et aller en studio et nous chier un putain d'album. Bref. Donc, je ne sais pas, mais j'ai peur quand même de. Je me dis que dans le meilleur des cas, c'est un peu ce qu'on voit sur YouTube, hein, les retours même. Hein. C'est-à-dire que ça ira bien les 5-6 premières chansons, et après, ça va commencer à être compliqué. À propos des séries, tu dis, moi je regrette, mais que regrettes-tu au juste? Ah oui, donc dans le dernier JDV, quand on me parlait des anciennes séries, et où il n'y avait pas à regretter les anciennes séries. Oui, je disais, moi je regrette ces séries qui étaient avec une intrigue par épisode. Voilà, tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Parce que j'adorais ça. J'adorais ce concept. Et là, j'adore évidemment les séries à fil rouge, enfin, etc. Mais on n'a plus vraiment, enfin il y en a très peu et elles sont nulles à chier la plupart des séries actuelles où c'est réellement une intrigue par épisode. Donc voilà. Ah oui, putain. Et Skeletor, l'album de Ghost, tu n'as pas kiffé pour l'interrogation. T'es vraiment un enfoiré. Je plaisante parce que en fait j'étais sûr que Skeletor était sorti fin 2024. Putain, mais non. Va falloir prendre des résolutions pour se ressaisir là, quand même. Tu vas pas faire 2026 comme ça. C'est chaud quand même. Donc bah oui, je veux dire, on peut l'ajouter. Donc au final, je passe de c'était une année de merde, une des pires années de ma vie niveau sortie musicale à une des meilleures depuis 20 ans.
avec finalement beaucoup d'albums que j'ai adorés. Oh merde. Alors même si Skeletor, je l'ai pas adoré, hein, je l'avais dit à l'époque, mais je l'ai beaucoup aimé. Enfin non, mais il y a des tueries dessus, évidemment. Enfin ça reste Ghost, voilà. Même quand je suis déçu par Ghost, c'est meilleur que presque tout ce qui se fait d'autre en matière de rock. Hein. Ah ouais, putain, je me suis fait engueuler les gars. Faut vraiment ne pas avoir vu l'original pour aimer Bougonia, oui, il a fait une faute. La Bougonia d'ailleurs. Tu n'en as vraiment pas marre des remakes hollywoodiens de films asiatiques? Alors, j'ai pas trop... Bon, alors clairement, c'est quelqu'un qui a trouvé que La Bougonia c'était nul à chier. Je sais pas quoi te dire. Alors, je n'ai pas vu. Hein, par contre, vous avez été plusieurs à me prévenir. Alors, il y en a qui ont pas. Par contre, il y en a qui avaient pas l'info complète, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit c'est un plagiat, c'est scandaleux, et pas du tout. Hein. C'est un remake officiel, autorisé. Enfin, voilà, c'est pas du vol. Ça aurait été scandaleux en effet. Si ça avait pas été officiellement un remake. Donc c'est un remake tout à fait officiel, effectivement, de ce film asiatique que vous m'avez cité, et dont certains d'entre vous d'ailleurs m'ont dit, mais Alex, va le voir, c'est génial, et c'est sûrement génial, mais j'avoue que je vais me l'épargner parce que c'est une question de sensibilité en fait. J'ai vu, mais alors rien que l'affiche, l'affiche j'ai compris tout de suite, et après j'ai vu un peu les critiques, et voilà, je me suis dit ok, c'est une comédie loufoque, machin. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les comédies asiatiques, mais j'en ai déjà parlé. Hein. C'est un genre, j'y arrive pas. Ah, tant pis pour moi. Hein. Voilà, alors faut vraiment pas avoir vu l'original pour aimer le remake. En gros, tu dis, bah moi je peux pas te dire que je suis pas d'accord puisque j'ai pas vu l'original, si tu veux. Alors par contre, il y en a un qui est pas du tout d'accord avec toi, c'est le réal de l'original. Save the Green Planet, voilà, je l'avais noté. Parce que alors, en faisant des recherches, je suis tombé sur plusieurs articles, plusieurs déclarations, etc., etc. Et lui, il a adoré le remake de son propre film. Et quand tu l'écoutes, clairement il est sincère, hein, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire ouais, enfin il dit ça, c'est commercial. Non, là pas du tout. Et il argumente d'ailleurs, enfin vraiment il est super content en fait. Et il a déclaré, alors j'ai noté même une de ses déclarations, la Bougonia est une variante absolument magnifique, avec un ton beaucoup plus sombre et plus lourd que mon film. Donc ça conforterait que c'est pas du tout un remake pour rien déjà. Clairement, la Bougonia tire l'histoire vers un ton, et je pense que c'est ça qui m'a plu, et qui me plairait pas dans le film original, vers un ton sérieux. Enfin, c'est vrai que, sincèrement, c'est hyper tendu, quoi. Beaucoup plus sombre et beaucoup plus lourd, etc., etc. Et franchement, alors là où je suis pas... Mais on n'a pas être d'accord, hein, évidemment. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu mets dans le même panier... Enfin, c'est qu'en fait, tu dis pas marre des remakes hollywoodiens de films asiatiques. Moi, j'ai envie de te dire, ça dépend. Alors, les remakes pourris de hollywoodiens de films asiatiques, en effet, mais moi je les dénonce depuis toujours, enfin depuis que j'ai ma chaîne. Après, avant je le faisais, mais c'était privé. Mais moi ça me rend fou de rage. Ça touche surtout, faut être honnête, les films d'horreur. Moi qui ai adoré Ring, le remake américain de Ring, c'est pas possible du tout. Le remake de The Eye, c'est pas possible non plus. Aja, je crois, Mirrors, ou je sais plus quoi, qui est un remake aussi d'un film d'horreur génial asiatique, et vraiment le remake est à chier. Enfin à chier, j'exagère un tout petit peu, mais c'est pas bon. Et il y en a, il y avait One Missed Call aussi, One Missed Call qui est génial, et dont le remake américain est minablissime. Il y avait également The Grudge, bien sûr. Voilà, Joan. Hein. Enfin, c'est sans fin en fait. Il y en a d'autres encore. Dans les films d'horreur, il y en a plein, et plein de merde. Voilà. Mais je peux pas, enfin moi je te rejoins pas non plus. Alors bon, je te rejoins pas du tout sur la Bougonia, parce que j'imagine par contre que t'as vu les deux, toi, du coup. Parce que il faut vraiment pas avoir vu l'original pour aimer le second. Donc c'est que t'as vu les deux et que tu préfères l'original. Après, là où ça m'étonne beaucoup, c'est que visiblement l'original est une comédie. Enfin, c'est même le réal qui confirme, quoi. Et le deuxième est un drame, voilà. Donc c'est pas du tout la même orientation artistique, quoi. Même dans la tonalité. Et les remakes hollywoodiens, non, j'en ai pas marre de films asiatiques quand ils sont bons. Enfin, je te rappellerai que Les Infiltrés de Scorsese, et c'est le remake d'un film asiatique, qui est génial. Enfin, Infernal Affairs, moi j'adore les deux. Pas dire que le remake est nul. Enfin, Les Infiltrés, moi c'est un de mes Scorsese préférés en plus. Donc voilà. Je comprends que des gens n'aiment pas l'IA dans la musique, mais j'ai entendu beaucoup de chansons extrêmement touchantes de personnes promptant une musique pour un proche dans des situations difficiles, des personnes qui n'avaient aucune possibilité de le faire avant. De plus, toute ma vie, je me suis fait imposer une musique, un style. Je m'en fiche de m'éveiller, de me confronter à une altérité, d'être surpris, car je sais exactement ce que je veux, ce que j'aime et ce qui me fait plaisir.
quand j'arrive à créer une chanson parfaite pour moi, qui me correspond à 100%, pardon, c'est juste de la joie en permanence, même si l'IA est accessible à tout le monde, il faut être intelligent et connaître le bon fonctionnement du prompt pour réussir à sortir quelque chose de bien, pas juste potable. Alors là, j'ai pas trop, je trouvais que c'était un très beau commentaire, donc je voulais absolument le lire, enfin le sélectionner, mais tu ne poses pas vraiment de questions, hein, tu donnes juste ton opinion à toi, qui est donc très différente de la mienne, hein, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Comment dire, j'ai eu des gens évidemment qui partageaient totalement mon ressenti, mais j'ai aussi un nombre pas négligeable de messages de gens qui, très poliment, hein, mais m'ont expliqué que eux, ils voient les choses différemment. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Après, voilà, bah là, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Enfin, évidemment, là où je suis pas d'accord avec toi, et je dis ça parce que autour de moi, mais autour de beaucoup d'entre nous, hein, je pense certainement vite. On est entouré de gens qui apprennent le prompt, et c'est quand même assez facile. Sincèrement, non mais franchement, c'est moins difficile que d'apprendre à maîtriser certains logiciels. Moi, je me souviens quand j'étais en agence de pub, les logiciels Quark Express ou même Photoshop ou les trucs comme ça, ou même plus tard, des trucs où oui, c'est quand tu connais rien, c'est compliqué. Là, fonctionnement du prompt, non, c'est pas compliqué. Et du coup, je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, ça ne demande absolument pas d'être intelligent, mais alors absolument pas. Ça demande de la rigueur. Faut être précis, concis, voilà, rigoureux, mais ça ne demande aucune forme d'intelligence. Enfin, pour moi, c'est pas de l'intelligence à ce niveau-là. Hein. Mes critères pour dire que il faut être intelligent, c'est sur des exploits un peu plus exigeants que de faire du prompt correctement. Et surtout, quand bien même, on serait tous d'accord pour dire que prompter pour obtenir des trucs d'une IA, c'est réservé aux gens intelligents pour avoir un bon résultat, je veux dire. Quand bien même on serait d'accord avec ça, faut pas confondre intelligence et talent. De mon point de vue, mais c'est pas que le mien, énormément d'artistes dans tous les domaines, hein, musique, photo, peinture, tout ce que tu veux. Ciné, évidemment. Manquent de talent. Non pas de talent, mais par contre, ce sont des gens très intelligents. Pas du tout dire qu'ils sont stupides. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà. Et pour moi, des gens qui n'ont aucun talent dès lors qu'ils sont pas totalement crétins, peuvent accoucher d'un milliard de trucs plus que convenables, voilà, avec du prompt et délivré par des IA, voilà, impersonnels. Alors, l'IA quand même par définition, parce que j'ai quand même eu quelques messages qui m'ont un peu, voilà, vraiment, j'étais pas d'accord. C'est que du recyclage, hein, l'IA quand même. C'est sa définition. Elle puise dans des données et elle putain, c'est quoi cette imitation? Mais t'imites une IA, ça fait ça, n'importe quoi. Bref. Donc voilà, enfin bon, voilà. Mais non, je suis pas d'accord, tu vois. Pour passer son code de la route ou avoir son bac, tu vois, faut être un minimum intelligent, par exemple. Mais est-ce que ça rend tous les gens qui ont leur permis de conduire et leur bac talentueux? Non. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était un message intéressant parce que c'est le message aussi d'une personne qui dit je m'en fiche d'être surpris, je m'en fiche de découvrir des artistes. En fait, ça ne m'intéresse pas en fait. Tu dis même pire que ça, tu dis tu es victime en fait, je me suis fait imposer une musique. Je comprends pas trop d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, mais je ne comprends pas de quoi tu parles, parce que factuellement c'est pas possible. Enfin, à moins que tu aies vécu dans une grotte et tu étais retenu otage d'un mec qui te faisait écouter que du reggae, par exemple, ou du death metal, voilà, pour contenter tout le monde. Bah non, dans la société tu n'as pas pu être victime d'un seul style de musique, puisque tu as forcément entendu 1000 styles de musique comme tout le monde dans la vie, quoi. Bref, donc Michel Oslo, son univers onirique et poétique, Kirikou, Azur et Asmar, tu y as échappé ou ça ne te parle pas? Ah oui, c'était en réponse à ma petite liste là de films d'animation depuis les années 2000 que j'avais beaucoup aimé. Voilà, je disais que j'avais peu ou pas vu de films d'animation français depuis 2000 et je ne suis qu'un sale menteur doublé d'un amnésique. Parce que suite à cette nouvelle question, j'ai un peu fouiné et je me suis rendu compte que j'avais vu et beaucoup aimé Grand Méchant Renard, sorti en 2017, adapté d'un bouquin, enfin d'une bande dessinée. C'est pas vraiment une bande dessinée, un livre illustré pour la jeunesse qui est extraordinaire, que j'ai quelque part d'ailleurs, je sais plus où. Et j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est français, je crois. On va me dire non, c'est belge ou suisse. Bon, je crois que c'est français. Après, je crois que mon film d'animation préféré ever, c'est mais là ça remonte loin, c'est Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Et donc moi je serais plus Paul Grimaud, tu vois, par exemple, que Michel Oslo. Parce que Kirikou, je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé.
Et je me suis arrêté là du coup, je crois. Azur Asmar, je crois que j'ai vu la bande-annonce. Ça me touche pas en fait, c'est tout simplement ça, hein, ça me touche pas. Hein. Kirikou, ça m'a pas touché du tout. Même si je comprends totalement le triomphe de ce film. Néanmoins. C'est-à-dire, tu regardes et tu comprends complètement ce qui a séduit les gens. Mais c'est juste que toi, bah, ça ne fonctionne pas sur toi. Étant moi-même atteint de vitiligo, je trouve que la vidéo est extrêmement instructive pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie. Mais je ne suis absolument pas objectif. Ouais, pareil, j'ai noté ce commentaire parce que je le trouvais intéressant. Voilà, moi je trouvais que sur cette vidéo, c'était un peu spectaculaire, un peu racoleur. Néanmoins, par contre, oui, c'est instructif, tu as tout à fait raison. Alors, j'ai aussi des gens qui m'ont dit, ouais, bof, je trouve qu'on voit quand même encore que c'est de l'IA. Et sur les vidéos que j'ai mis, je suis assez d'accord avec vous, surtout sur les images de thriller. Parce que quand je parle des fois, donc quand je disais qu'il y avait des vidéos que je voyais passer où je sais que c'est de l'IA parce que je sais que ça n'a pas existé, mais sinon c'est indécelable. Je pensais en fait à d'autres vidéos que je vois passer sur Instagram principalement, mais elles sont pas forcément de Michael Jackson. En fait j'ai mélangé deux sujets un peu vite. Après j'ai dit une des cibles c'est Michael Jackson et là même ça devient dingue, etc. Alors je maintiens que ça devient dingue complètement, surtout la vidéo où il se démaquille. Mais pour moi on n'est pas encore complètement sur un niveau où tu vois rien. Par contre, on y va à grande vitesse. Je pense que c'est en 2026 qu'on va commencer à voir des fausses vidéos de Michael et où là réellement ce sera impossible de déceler que c'est de l'IA. Et pas que pour lui, hein, du coup pour tout en fait. Par contre, il y a des photos de Michael où là vraiment ça devient impossible parce que même le grain de la peau, ça devient complètement dingue. Bref. En tout cas, ouais, je trouvais que c'était un message super important et ça me donne l'occasion de vous montrer pour ceux qui verraient pas trop où ce que c'est, parce qu'il y a aussi voilà des gens qui finalement ignorent un peu ce que c'est que le vitiligo. J'ai sélectionné 3 photos de Michael Jackson qui ne sont parce que alors quand tu tapes Michael Jackson vitiligo, tu as 1 milliard de photos retouchées, photoshopées donc. Bon là maintenant avec les IA, il y en a même où c'est clairement de l'IA. Et elle circule énormément et ça fait chier parce que c'est des fausses photos quoi. Donc j'en ai sélectionné 3 qui sont de véritables photos non retouchées de Michael où on voit des traces de son vitiligo. Une première photo que je vous mets de Brad Sundberg qui était donc l'ingénieur du son de Michael pendant une éternité, vraiment une énorme partie de sa carrière musicale et de sa vie, et qui a pris quelques photos de Michael, souvent au privé, enfin souvent des photos un peu à la cool intime. Et il y en a une très belle de lui où il est pas maquillé, enfin il n'est pas intégralement maquillé, et on voit son vitiligo. Il y a une autre photo, son auteur c'est Frank Cassio. Frank Cassio, je vous en ai déjà parlé, et puis bon, ceux qui connaissent un peu, c'est un mec très très compliqué, mais il a pris une photo où on voit également des traces du vitiligo de Michael et où là c'est bien avant, enfin je pense même que c'est avant le Photoshop pour tout le monde et avant évidemment l'IA. Et la toute dernière c'est une photo du tournage de They Don't Care About Us, une des très rares photos qui n'a pas été retouchée parce que en fait les gens sont tellement cons, ils voient ces photos, ils se disent c'est pas assez spectaculaire, on va accentuer les contrastes, la saturation, on va rajouter des tâches et tout et on va les mettre sur les réseaux. Et au final quand tu cherches, tu tombes d'abord sur toutes les photos bidouillées, enfin c'est déprimant. Mais ça, c'est une vraie photo de tournage et on voit là effectivement, je pense qu'il était maquillé au début, parce que dans le clip il est maquillé, donc c'est nickel. Il faisait très chaud, puis je pense qu'il transpirait, enfin bref, voilà. Je me revois envoyé en mission acheter Bad le matin de sa sortie, ça devait être début de septembre, tôt ou fin août. Car lundi où je ne devais pas encore aller à l'école, je me rappelle que l'accueil autour de moi la première semaine était mauvais, waouh, trop agressif et métallique. Oui, alors là, tu dis l'album Bad en France, sauf erreur, c'est tout fin août, genre peut-être le 31 août ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, quand je disais dans la vidéo, il y a quelqu'un qui a un peu mal compris, mais je pense que c'était parce que je m'étais pas bien expliqué. Quand je disais c'était l'été de la sortie de l'album Bad, je voulais dire c'était l'été suivant la sortie de l'album Bad. Et d'ailleurs, la Badmania plein pot, ça elle a mis du temps. C'est-à-dire tu dis au tout début les retours étaient pas forcément tous bons. Moi je me souviens effectivement que ça a mis un petit moment avec la sortie des singles, etc.
à prendre, vraiment, en France, en tout cas en Europe. Et l'été suivant, donc c'est celui où j'étais en séjour, machin, là c'était la folie furieuse. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'était l'été où il passait, c'est même sûr, il passait à Paris, le bas de Tours, et où donc mon père m'avait envoyé durant ces dates-là, en séjour linguistique, et c'est là où j'ai acheté donc ce t-shirt, et où j'ai pas pu acheter le puzzle. Mais donc oui, tu me fais repenser à la sortie, à l'événement de la sortie. Et c'était donc bien avant Internet, il va sans dire. Et donc la presse musicale, c'était tout. Et j'ai gardé un magazine qui a été le premier en France à critiquer l'album Bad. J'ai même pas les mots, je peux même pas décrire l'émotion que ça a été quand j'ai lu un premier descriptif, et en plus il décrivait tous les titres. Enfin, c'était génial. Bref, c'était dans le numéro de Rock and Folk, et d'ailleurs vous voyez, hop. Alors que c'est juste la critique, hein. Il y a juste la critique, mais il le fout sur la couve, parce que, et encore, moi, j'aurais foutu sa gueule sur la couve. Bon, bref. Et à l'intérieur, on avait ça. Et, quand t'étais fan de Michael et que t'attendais, la sortie du truc, c'était incroyable. Même le titre est génial, Bad is Good. Tellement simple et après, dans la foulée, on a eu tellement de journaux, de magazines et de conneries. Enfin, c'était une dinguerie, quoi. Et on avait les trucs de posters aussi. Et alors là, j'en ai encore un. Je crois que j'en ai d'autres. Oui, c'est sûr, même j'en ai d'autres, mais ils sont dans une enveloppe, une chemise fermée. Mais j'ai retrouvé ça à côté du Rock'n'Folk, et ça va rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont vécu cette période. Parce que dans les kiosques à journaux, les machins, t'avais des magazines avec pléthore de posters. Et alors là, c'était ceux qui faisaient photo rock. Ah, moi, je me souviens, je les avais tous. Et je les ai tous perdus. Ah, dégoûté. Et aujourd'hui, ça coûte une blinde, je pense. C'était génial. C'était une très très belle époque de vivre tous ces trucs-là. Je me suis un petit peu égaré, non? Je ne sais pas. Et putain, mais oui, parce que j'avais regroupé quelques questions sur MJ. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais t'entendre en parler m'a intéressé, et je me demandais si, selon toi, on a le cas ne serait-ce que d'un seul enfant ayant accusé Michael Jackson d'attouchement pour qu'il soit puni et aille en prison, et non pour avoir des millions de dollars. Non, alors, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de 3 heures sur Michael. Moi, c'est un des éléments, et Dieu sait que j'aurais été le premier à... Alors, ça m'aurait bouleversé, hein, si j'avais pensé qu'il était coupable de quoi que ce soit. Mais il y a un moment où les faits sont chiants, hein, parce que les faits, ils s'en foutent de ton ressenti, en réalité. Et dans les faits, là je parle plutôt pour tous les haters qui auraient tellement aimé qu'il y ait au moins un exemple, quoi. Mais non, il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Il y a pourtant un nombre très important d'enfants qui sont allés à Neverland et ont été au contact de Michael. Je précise que Neverland, ça avait été construit pour, en grande partie, la section parc d'attractions, zoo, tout ça, pour... en fait, les enfants malades, les enfants défavorisés, etc. Donc, il y avait en permanence des cars qui venaient à Neverland pour que les enfants malades de cancer, de choses comme ça, ou qui n'ont jamais de vacances, enfin, tout ça, puissent passer une journée, voilà, dans un parc, enfin, c'est comme un Disney World, quoi, sincèrement. Mais ils ne voyaient pas Michael. Michael était de toute façon pas dans cette section-là, il était dans la section privée, enfin, dans ces bâtiments, j'ai envie de dire. Et puis des fois, il était pas là du tout. Enfin, assez souvent, il était pas là. Mais de temps en temps, quand il était là et qu'il le pouvait, il allait juste saluer les enfants. Il y a plein de témoignages voilà, de gens qui ont travaillé à Neverland qui expliquent que 9 fois sur 10, de toute façon, il n'allait pas au contact des enfants. En fait, il se ramenait, il leur disait bonjour, il leur faisait un petit salut de la main et il repartait. Enfin, donc c'était, voilà, il faisait juste coucou pour leur faire plaisir. En tout cas, il y a quand même des enfants avec qui il a été ami. Pas citer les noms, les enfants aussi de ses frères, enfin donc là des enfants de sa famille, enfin qui ont passé des nuits chez lui là par contre, et ils ont tous été interrogés. Et quand je dis interrogés, c'est interrogés bien, donc par le FBI, hein, je précise. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a vraiment cette espèce de truc où tu es face à des gens, c'est GG du PMU quoi, qui lui il sait mieux. Il sait mieux que la crème du FBI qui a quand même harcelé Michael. Quand je dis harcelé, eux ils vont dire non, on a enquêté avec rigueur et persévérance. Ok. Pendant 10 ans. Ils ont enquêté, donc espionné aussi, hein, évidemment. 10 longues années. Et ils n'ont rien trouvé. Rien. Mais rien de rien de rien. Et là, vous pouvez oublier les rumeurs, les tabloïds qu'on dit oui, ils ont fouillé, ils ont trouvé ça. En fait, quand il y a eu les procès, on a découvert que tout était faux. Donc, ils n'ont rien trouvé. Rien. Bref, et quand je dis rien, c'est rien de matériel, voilà.
mais rien non plus dans des témoignages d'enfants. Donc il y a un moment, voilà. Donc non, d'un point de vue juridique et concret, les seules accusations qui ont eu lieu pour avoir de l'argent et donc étaient en réalité des extorsions de fonds à peine déguisées, quoi. Jamais personne n'a dit Michael a abusé de moi, par exemple, j'en sais rien, et je veux l'attaquer au pénal pour l'envoyer en prison, pour le punir. Voilà, personne n'a fait ça. Donc voilà. Et la seule fois où Michael a risqué la prison, c'était à l'initiative de Snowden, et c'était à l'initiative en fait de la justice américaine, et c'était pas du tout à l'initiative de la famille, je sais même plus c'était lesquels ce coup-ci, enfin ouais, peu importe. C'est déprimant, donc voilà. Et je rappelle que c'est la différence entre avoir un comportement malaisant, chelou, on pourrait dire, aux yeux d'un adulte avec des enfants par exemple, et un comportement factuellement criminel. C'est-à-dire que les témoignages de gens qui disent j'ai vu Michael avec des enfants faire la fête par exemple, et franchement ça me mettait mal à l'aise parce que vraiment il se comportait comme un gamin qui avait 10 ans, enfin c'était compliqué. De voir cet adulte, enfin, il y a un truc qui allait pas, quoi. Mais, des gens honnêtes, et j'ai notamment des bouquins, vraiment, où il y a des témoignages assez intéressants, qui disent, une fois qu'on le connaissait un peu, on comprenait qu'effectivement, il switchait. C'est-à-dire qu'il y avait deux Michael, il y avait le Michael businessman, impitoyable, etc. Voilà, l'homme d'affaires, l'artiste aussi, exigeant, etc. Et il y avait un moment où il entrouvrait la porte à l'enfant qu'il a été, ou plutôt qu'il n'a pas pu être. Et là, vraiment, non, en effet, il n'a jamais pu être un enfant, durant son enfance. Et là, il y avait vraiment une métamorphose, et la métamorphose pouvait laisser perplexe quand on n'était pas habitué. Donc, je me souviens notamment d'un type qui dit que, voilà, au début, il se disait, non, mais c'est quand même malsain, enfin, chelou, machin. Puis qu'à un moment, il disait, au bout de la 12e fois où vous voyez les batailles de polochon, les soirées popcorn devant des films ou les machins, vous comprenez qu'en réalité, voilà, il est juste gamin. Donc ouais, on pourrait dire que c'est pas très normal ou très sain ou j'en sais rien, si tant est que c'est pas sain de pas être toujours mature, au sens adulte, je veux dire. Mais par contre, jamais de geste machin, enfin jamais de... Évidemment, parce que du coup c'est un enfant. Enfin ouais. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai dit, c'est que je peux comprendre que on trouve qu'il avait une attitude dérangeante, mais elle est dérangeante pour ton regard d'adulte. Elle était pas dérangeante pour les enfants. Et d'ailleurs les enfants, aujourd'hui adultes depuis bien longtemps, ça passionne pas tout le monde, mais il y a énormément de gens qui en parlent quand on leur pose la question, enfin, et qui ont été, enfants, amis, complices de Michael dans ces années-là, et qu'on fait les soirées dans le lit qui en réalité était plus grand que mon bureau. Enfin, c'était un duplex en plus. Il n'y a pas un lit, c'est un lit qui est tellement gigantesque que dormir dans le même lit, en fait, tu peux être à 4 mètres de la personne en réalité. Et en plus, ils étaient jamais deux, donc c'était toujours avec des cousins, des cousines, enfin, et c'était, en fait, ils s'écroulaient, enfin, il y a, je sais plus si c'est dans lequel de mes bouquins où ils expliquent ça vachement bien. Ils disent pas, genre, on va se coucher, machin, on ferme tout et on est tous les deux. C'était pas ça du tout. C'était les trucs, c'est les pyjama parties, on pourrait dire. Alors, on peut totalement trouver que, c'est bizarre quand même, quoi. Sauf que factuellement, il y avait ni attouchement, ni rien du tout de ce genre-là. Donc on peut juste dire, ouais, c'est bizarre. Effectivement, il bouffe des bons becs jusqu'à 6h du mat, il s'écoule comme des merdasses. Mais Michael l'a dit lui-même, et je sais que peu de gens l'ont cru, mais ça a été tellement répété, même par les gardes du corps qui vivaient avec lui, etc. C'est que très souvent, lui, il préférait, il se foutait par terre. Et il se foutait des sacs et de couchage et des coussins et des machins, et lui, il dormait par terre. Je pense que c'était aussi, parce que ça lui rappelait sa jeunesse avec ses frères et tout comme ça. Donc, très souvent, c'était plutôt les gamins qui dormaient dans le lit, donc un lit aux dimensions irréelles. Hein. Enfin, il y a des photos qui existent, hein. Mais franchement, bon, bref. Et lui dormait par terre. Fin du chapitre. Mais donc non, en tout cas factuellement, d'un point de vue juridique, on n'a aucun témoignage. La justice n'a jamais eu un témoignage de victimes de Michael qui ne demandent pas que de l'argent. Y compris les derniers, hein, d'ailleurs les deux, là, Safe Chuck et l'autre connard, là, pires menteurs du monde, et enfin les pires, au sens où ils font pas bien leur travail de menteur. Je suis presque sûr que Running Man est issu d'un bouquin français que Stephen King a littéralement plagié, The Price of Evil de 1958. Robert Sheckley, pour ma part, identique sur toute la ligne. Qu'en penses-tu? Alors là, ta question, j'ai bugué. J'ai bugué parce que j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Il y a une petite erreur d'ailleurs. C'est pas The Price of Evil, c'est The Price of Peril. Et c'est pas un bouquin. Hein. Oui, bouquin français. C'est pas un bouquin. C'est une nouvelle de 20 pages. Donc
quand même très différent là encore. C'est juste une nouvelle. Et tu dis un bouquin français et non, c'est une nouvelle américaine. C'est pas le bon titre, c'est pas le bon format et c'est pas la bonne nationalité. Robert Sheckley, comme son nom l'indique, c'est un Américain pur jus. Qui a donc écrit effectivement la nouvelle Price of Peril. Alors la date est bonne par contre, hein, 58. Et qui a vendu les droits à un producteur français en 80. Il a vendu les droits de sa nouvelle à un producteur français et donc en 83 est sorti l'adaptation Le Prix du Danger, un film génial dont je vous ai déjà parlé avec l'envin Marie-France Pizier d'ailleurs. Mais à ne pas confondre, enfin du coup, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, les gens mélangent tout. Il y a une histoire de plagiat, ça c'est vrai, mais elle concerne pas du tout Stephen King. Le plagiat, et ça j'avais pris des notes, qui a été reconnu d'ailleurs par la justice, je veux dire française, c'est le plagiat entre ces deux films. C'est-à-dire que officiellement, The Running Man avec Arnold Schwarzenegger était une adaptation du roman de Stephen King. Et d'ailleurs là, parce que même Sheckley, on l'a questionné en disant il y a quand même des similitudes entre votre récit et le roman Running Man. Sheckley lui-même il disait non mais le roman de Stephen King fait 300 pages, ma nouvelle fait 20 pages. Est-ce que vous voulez que y ait du plagiat de quoi? Dit l'autre il a écrit un truc, moi c'est un ça n'a rien à voir en fait. Par ailleurs, il avait l'honnêteté aussi de dire que c'était un thème où il y avait pas, il avait pas inventé lui-même non plus. Enfin, il y avait d'autres auteurs qui avaient eu des idées de ce genre. Bref, donc tout à fait à son honneur d'être sincère, quoi. En fait, les accusations, elles viseraient plutôt ceux qui sont responsables du film, puisque seul le film a été accusé de pas réellement adapter le roman de Stephen King, mais de plutôt lorgner vers le film Le Prix du Danger, enfin le scénario du film Le Prix du Danger, qui lui-même était comme un film de 1h40 ou je sais pas quoi. Le Prix du Danger, bien qu'ils aient payé pour racheter les droits de la nouvelle de 20 pages, évidemment, ils ont dû broder énormément pour raconter une histoire un peu plus longue que, enfin je sais pas, 20 pages. Donc bref. Mais là c'est plutôt donc Paul Michael Glaser, réal de Running Man, qui a d'ailleurs réalisé également 3 épisodes, je crois, de Miami Vice. Et puis qui était surtout Starsky Hutch. C'est plutôt lui qu'on soupçonne, ou le scénariste de Running Man, le film Steven E. D'Souza, et qui lui aurait peut-être du coup visionné Le Prix du Danger et un peu pillé le truc, etc., etc. Et d'ailleurs tu dis Stephen King, mais en réalité, pas oublier que quand The Running Man est sorti, 87, hein, je crois, je l'ai pas noté, mais de mémoire c'est en 87, c'était un roman de Richard Bachman. Et personne ne savait, mais vraiment personne, c'est un secret qui a été incroyablement bien gardé. Personne ne savait à la sortie de Running Man que Richard Bachman était Stephen King. Et même quand les droits ont été achetés, les droits du roman, ils ignoraient. Ils pensaient qu'ils achetaient les droits à Richard Bachman. Ils ne savaient pas que c'était Stephen King derrière. Voilà, ce qu'ils ont toujours affirmé, et apparemment ça se tient, parce que réellement c'était une autre époque. Hein. C'était beaucoup plus facile de garder un secret à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas dans une histoire de plagiat, Stephen King n'a jamais été concerné. Lui, et d'ailleurs, si tu lis 20 pages de Sheckley et les 300 pages de Stephen King, putain, mais les différences, elles sont enfin, il y a beaucoup trop de différences. Les points communs sont ridicules, je veux dire. Les points communs, c'est que c'est dans le futur et qu'il y a un jeu pas cool. Tout le reste est différent. Donc bref. Je ne comprends pas le phénomène Lady Gaga. Si tu devais me faire écouter un seul titre, tout en sachant que je ne suis pas bon public, oh bah putain... Bah non, si je sais qu'en plus t'es pas bon public, je te fais pas du tout écouter, rien du tout, t'es fou toi. En plus Lady Gaga, c'est comme me dire, franchement c'est comme me dire, je ne comprends pas le phénomène Madonna, si tu devais me faire écouter une chanson de Madonna, parce que, enfin, c'est comme si quelqu'un m'avait posé une question sur Madonna dans les années 90, tu vois, ou 80. Parce que Lady Gaga, tu connais forcément 1000 chansons de Lady Gaga, vu que c'est matraqué à chaque fois qu'elle sort un truc. Donc si t'aimes rien, ce que je veux dire c'est que je vais pas aller te chercher un titre obscur d'un album, machin, qui est jamais sorti en single pour être sûr que tu l'aies pas entendu. Ça sera quand même du Lady Gaga, donc tu vas pas du tout aimer. Et je pense que si tu comprends pas le phénomène, c'est que t'aimes pas la voix, les arrangements. Pourquoi je te casserais les oreilles à te faire écouter un titre de plus d'une artiste que t'aimes pas. La mort de Rob Reiner, ouais putain, est un fait divers terrible. J'ai revu Misery, son chef-d'œuvre, avec Stand By Me, le meilleur adaptateur de King. Je suis tellement d'accord avec toi, même si tout le monde sait que pour moi la meilleure adaptation de King, c'est Christine. Mais il y en a d'autres, enfin c'est pas la seule. Et je range Misery juste derrière Christine en matière d'adaptation extraordinaire. Alors en plus, en réalité, c'est peut-être la meilleure adaptation parce que Misery est beaucoup plus fidèle au roman de King que Christine, le film de Carpenter, est fidèle au roman Christine qui est quand même pas mal différent sur certains aspects importants. Rob Reiner, mais putain... Et donc apparemment son fils, enfin leur fils, qui les aurait assassinés, lui et sa femme. Bordel. Et Stand By Me, un chef-d'œuvre. As-tu vu A Scanner Darkly adapté de Dick, le livre est toujours d'actualité? Non, parce que j'aimais pas du tout le traité du truc film.
qui était un peu chelou dans le rendu. Donc non, je l'ai jamais vu. C'est ma mère qui est ultra fan de Philip K. Dick. Moi, j'ai très peu lu. Tim Sebastian Bach ou Vince Neil, tu te fous de ma gueule. Donc, un des pires chanteurs de l'histoire du heavy metal ever et un des meilleurs vocalistes ever de l'histoire du heavy metal. Donc je vais choisir le meilleur, hein, sans surprise, Sebastian Bach, même si le pauvre dernièrement il a beaucoup de problèmes de chant. À ton avis, si le peintre Jérôme Bosch était encore de ce monde, pour quel groupe aurait-il accepté de réaliser la pochette? Ouais, un truc de... je sais pas pourquoi. Je pense à un truc... c'est forcément des trucs de death metal, des trucs comme ça. Ou pas loin. Ou alors des trucs... Non, je pensais à quelqu'un, mais ça marche pas. Je sais pas trop. As-tu déjà parlé de Pierre Bordage? Hunger Games, c'est clairement un plagiat de son chef-d'œuvre Wang. Les Guerriers du Silence également excellent. J'adore L'Angeau mineur. Je relis actuellement avec plaisir Les Derniers Hommes. Je connais pas du tout... Enfin, je connais de nom, Pierre Bordage, soyons honnêtes, mais je n'ai jamais lu. Donc je ne sais pas. Après, s'il y a eu vraiment un plagiat, je connais pas cette histoire, hein, mais il y a peut-être eu, comme pour Le Prix du Danger, il y a peut-être eu un procès. Mais non, je n'ai jamais parlé de Pierre Bordage parce que je n'ai jamais lu. Partages-tu le point de vue d'une bonne majorité des fans de Poison quand ils disent que Richie Kotzen n'avait rien à faire, pardon. C'est qu'en fait, rien que le début de la question, je vois de quoi ça va parler, ça m'énerve, et du coup, je vulgarise. Elle n'avait rien à faire dans Poison à l'époque de l'album Native Tongue. Il ne cadrait pas du tout avec le groupe, je suis entièrement d'accord. Avec tout le respect que j'avais pour ce brillant guitariste, je n'ai jamais compris ce choix stratégique. Corabi, dans Motley Crue, pour remplacer Vince Neil à une époque, je peux comprendre. Là, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris, et pour moi, ça matchait pas. Et d'ailleurs, Native Tongue, quand t'écoutes, c'est pas tellement... Il y a des bonnes chansons hein, sur ce disque, mais moi, j'aime pas cet album, hein, du tout. Parce que c'est pas Poison, mais... il y a des bonnes chansons, et il joue très bien, mais ça ne va pas. Je comprends complètement le bide, comment dire, la direction artistique aussi. Les photos de promo pour cet album, la pochette, mais c'était une blague, quoi. Quelle énorme erreur, quoi. Est-ce que tu as des souvenirs forts de la série Pause Café avec Véronique Jeannot? Les 2 premières saisons avaient cartonné en 80-82. Quand on la regarde en tant qu'enfant ou ado, le perso joué par Véronique Jeannot apparaît comme la copine idéale que tout le monde souhaite avoir, alors que si on regarde la série, elle apparaît plutôt comme idéaliste, naïve, manquant parfois de discernement. C'est en tout cas mon ressenti d'aujourd'hui. Écoute, je n'ai jamais regardé Pause Café, ce qui est très étonnant parce que j'ai regardé plein de séries à la con quand j'étais enfant, je veux dire. 80, 82, j'avais 9-10 ans. Je me souviens par exemple, tu vois, que je regardais avec les adultes. Je regardais Marie Pervenche avec Daniel Evenou, un truc comme ça. Putain, là je fouille vraiment dans ma mémoire. Enfin bref, je regardais des séries, voilà. Mais Pause Café, je me demande quand ça passait parce que je n'ai aucun souvenir de cette série. Je me souviens de son existence, mais je ne l'ai jamais regardée. Donc est-ce que c'était à 20h30? Est-ce que c'était au contraire, genre avant le dîner? Je sais pas, mais je regardais pas. Je ne sais pas si tu as déjà évoqué le sujet, pardon. Es-tu fan de David Bowie? Et si oui, quelle est ou quelles sont ces périodes que tu préfères? Ouais, bordel. Alors, est-ce que je suis fan de David Bowie? Oui. Et quelles sont mes périodes que je préfère? Les périodes de Bowie que je préfère, c'est super intéressant. C'est pourquoi j'ai sorti mes CD de Bowie et que je vais commenter très rapidement. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, je précise quand même. Période Ziggy Stardust, c'est... Alors, évidemment, c'est fabuleux, mais ce n'est pas vraiment la période que je préfère. Hunky Dory, pareil, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que Bowie, de toute façon... le mauvais album, faut vraiment le chercher. Ah, voilà. Une de mes périodes préférées de David Bowie, c'est la période Low. Ça, chef-d'œuvre, ultime, incroyable. Ultime, incroyable, fabuleux, extraordinaire, fantastique. Oh là là, ta gueule. C'est vraiment pas dans l'ordre, bizarre. Bref, Aladdin Sane, j'aime moins. Voilà, que Low, par exemple. Je vous ai dit, hein, c'est dans le désordre. Oh là là, non mais il y a des ordres et des ordres, là. C'est pas possible, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, c'est n'importe... Nawak, excusez-moi. Diamond Dogs. Alors, Diamond Dogs, j'adore. Là, ça fait partie de mes préférés avec l'album Low. Heroes. Oh, Heroes. C'est vraiment, non, en fait, c'est chaud. Donc, oh putain, Station to Station. Ça me rappelle une période vers 25 ans. J'étais tellement obsédé par cet album Station to Station. Je passais des nuits blanches parce que j'écrivais. Je mettais au casque en boucle. C'était hypnotique. La chanson Stay sur cet album. Enfin, les deux... Vous m'avez compris. Masterclass. Non mais... Ah putain, les périodes, ça... Ah voilà, purée. Un de mes albums préférés de David Bowie, ever. Scary Monsters.
Un des albums préférés d'ailleurs de Trent Reznor, dont il parlait beaucoup à l'époque de Broken, d'Armor Spiral. Je crois que voilà, on va passer à celui-ci, Never Let Me Down, un album mal aimé, hein, vraiment, de Bowie, que moi j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. J'avais même ce maxi d'ailleurs qui est assez rare, c'est un maxi japonais, ouais, c'est écrit, tout écrit en japonais. Il y a beaucoup de titres dessus par contre. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai vu le clip de Day In, Day Out. Wow. Et d'ailleurs, ils avaient censuré, je crois, les cubes du bébé. Il y avait, alors, je le vois pas là, mais c'est tellement le bordel dans mes CD que doit être ailleurs. C'est l'album Tonight avec Loving the Alien. Loving the Alien, chef-d'œuvre intemporel qui m'arrache des larmes. Il y en a un autre. Passons. L'album de Tin Machine que j'aime beaucoup. Ensuite, n'importe quoi. Je vais passer à One Outside, le virage donc industriel, électro-industriel, extraordinaire, fabuleux. Ça c'est des maxi, alors là les maxi, ça va y aller, de cette période je veux dire. Le célèbre duo avec Trent Reznor, Afraid of Americans, enfin I'm Afraid of Americans, avec voilà, plein de versions. Un maxi très intéressant même s'il est très laid. Je trouvais pas qu'on dirait une pochette de Cure, hein, c'est pas un hommage à Cure ça. Lol, hilarant, qu'est-ce qu'il est drôle. Encore un maxi de Bowie, période, voilà, ça, il me semble. Ah oui, alors ensuite on a, oh putain, cet album-là. Non mais, les chefs-d'œuvre de Bowie, ça rend fou, quoi. Cet album-là, incroyable, qui était bien bourrin. Je me souviens quand il est sorti, il y a des gens qui étaient vraiment décontenancés, qui disaient, déjà One Outside, j'avais un peu de mal, mais alors là, putain. Moi, pareil, moi j'aimais tellement que j'avais acheté des maxi dès que je pouvais. Voilà, encore des maxi, éditions limitées, des conneries. Ah oui, Open the Dog, ça c'est, donc il y a des, c'est, donc un bootleg, ça. Un gros bootleg de sa race. Avec beaucoup de choses dessus. Encore un bootleg de Buddha Suburbia, parce que la soundtrack était très dure à trouver, et c'est mon copain Hervé qui l'avait, et il me l'avait gravé, enfin copié. Parce que je trouvais cet album, enfin, incroyable. Ensuite, Ethan, bien sûr. Alors j'aime un tout petit peu moins, même si j'aime quand même beaucoup. Alors là, par contre, j'adore. Ça, c'était pour moi, c'était le retour du Bowie. Ça, j'ai vraiment adoré. Il en manque encore. Il manque le Black Star, machin. J'ai dû doit être ailleurs. As-tu un avis sur l'album Notorious de Duran Duran produit par Nile Rodgers, mal aimé par la critique, et sur l'album Here My Dear de Marvin Gaye, peu cité mais incroyable à tous les niveaux. Alors Notorious, j'en ai longuement parlé dans l'énorme vidéo qu'on a fait avec le copain Captain Crochet, qui est disponible sur ma chaîne d'ailleurs, spécial Duran Duran, que je t'invite à visionner si tu as du temps à perdre, parce que c'est long par contre, parce qu'on parle de toute la carrière, de tous les albums de Duran Duran. Moi j'adore l'album Notorious. Après, je suis ultra fan de Nile Rodgers. Bref. Ensuite, l'album Here My Dear de Marvin Gaye, j'ai jamais accroché. Et je suis sûr que l'album est incroyable, c'est pas le problème, hein. Marvin Gaye, c'est une légende. Mais j'ai jamais été sensible à sa patte. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours été Team Stevie Wonder, mais vraiment. Dès qu'on se rapproche de la soul, des trucs comme ça, un peu... tu vois le style, quoi, musical. Stevie Wonder, c'est le boss. Fin du débat. Non, tu n'es pas trop vieux pour les symptômes de perte mémorielle. T'assures, en connaissance de cause, que c'est insidieux, comme la myopie. On ne s'en rend pas compte comme ça d'un coup. Oui, parce que je sais plus ce que j'avais... Bah si, c'est parce que j'avais oublié tous les artistes. Oh putain. Ah oui, non, je faisais des erreurs. Enfin, la fin de l'année, catastrophique. Avais-tu vu à l'époque la série hallucinante Holmes et Yo-Yo dans le genre série abétissante? Oh là là, mais quel gros hater. Je suis encore traumatisé à 56 ans. C'est sûr que c'était con, hein, Holmes et Yo-Yo. Moi, je me souviens que j'adorais. Mais je l'ai jamais revu depuis. Toi, j'imagine que t'as revu, en fait, et que c'est pour ça que tu dis oups. Après, je crois que c'est une série qui n'a pas marché, et que du coup, il y a eu une saison, ou peut-être 2 saisons, mais il y a très peu d'épisodes, il me semble. On l'a eu, ça nous a été diffusé au début des années 80, je crois, mais c'était mignon le robot, là. Mais je suis sûr que c'est à chier de ouf. As-tu regardé la saison 1 de Department Q sur Netflix? Pas du tout. C'est une série d'enquête policière qui se passe en Écosse. Super bien écrit, super bien joué, le développement des personnages ne tombe dans aucun cliché attendu, une des meilleures surprises cette année. Waouh, bordel. Il faut que je recheck. Parmi ces 5 chansons qui ont marché aux États-Unis en 81, quelles sont tes préférées dans l'ordre? Wow, alors là c'est très intéressant parce que il y a aucun truc que j'adore, aucun.
Du coup, en premier, je mettrais Start Me Up. C'était quand même vachement bien des Rolling Stones, même si je suis pas voilà, ultra fan des Rolling Stones, évidemment. Mais, enfin, évidemment, si vous me connaissez, c'est évident. Start Me Up, c'était quand même bien efficace. Ensuite, je pense que je mettrais Destroyer de Kings. Ensuite, le GKS Band, Rick Springfield, parce qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup, et Jesse's Girl, j'aime beaucoup, c'est très beau, très belle chanson. Et en dernier, April Wine, parce que j'ai jamais aimé. Tu penses quoi de System of a Down, ma chanson préférée? Ah ouais, mais là tu mets les initiales, et comme je suis pas fan du tout de System of a Down, je ne vois pas ce que c'est comme chanson. Ces ruptures de rythme sont dingues. Ouais, System of a Down, j'y suis retourné plusieurs fois, et vraiment j'y arrive pas du tout. Mais je comprends le triomphe de ce groupe à une certaine époque, c'est quand même très efficace. Mais vraiment j'ai tenté plusieurs fois, hein. J'avais même des potes qui me disaient putain mais t'aimes Pantera, t'aimes truc, bidule. Alors c'est pas que je dis pas que c'est pareil, hein. Mais bref. Ouais, j'arrive pas à accrocher. On peut pas accrocher à tout, hein, non plus, ça reste de l'art. Hein. Attends-tu le prochain film Les Simpsons? Pas du tout. Moi j'aimais beaucoup les Simpsons, mais j'ai décroché très vite. Donc j'adorais les 3-4 premières saisons que j'ai vécues puisque je suis vieux. Et puis après, je me suis un peu lassé du concept, en fait, de l'univers et tout. C'est pas totalement vrai. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un film, Les Simpsons, et je l'ai vu. Et putain, une masterclass. C'était fabuleux. Es-tu plutôt Sherlock Holmes ou Hercule Poirot? Jeremy Brett, ah oui, tu me dis, ou David Suchet, donc ah oui. J'adore les deux. Je crois que je préfère l'univers de Sherlock Holmes, mais les enquêtes de Hercule Poirot, c'est tellement génial. Je crois que... Oh, j'adore les deux, pour leurs univers différents. Tu préfères le groupe Rainbow avec Ronnie James Dio ou Jolene Turner au chant? Alors j'ai un petit souci, je sais que la bonne réponse à ta question, c'est Ronnie James Dio, hein, qui nous a quittés il y a longtemps maintenant. Mais je suis honnête et je n'ai jamais apprécié la voix très particulière, tu le reconnaîtras je pense, de Ronnie James Dio. Donc je n'ai jamais aimé même son projet, Dio, à cause de la voix. Les chansons étaient bien, hein, vraiment. Il y avait cet album où il y a un démon derrière une fenêtre et une meuf qui dort, je crois, dans un lit. Et c'est sorti dans les années 80, où j'étais ado en tout cas. J'avais un pote qui l'avait acheté. Et on écoute et tout. Il y a des chansons, une ou deux, géniales. Mais j'aime pas la voix. Et bah du coup, je peux pas écouter. J'aime pas la voix. C'est passionnant, mais presque. Alors que j'adore le timbre de voix de Jolene Turner, y compris dans sa carrière solo, ou y compris quand il chantait avec Deep Purple, je crois. Et j'aime beaucoup la voix de Jolene Turner qui est très chaude, très soul funk justement, un peu comme je disais, et qui s'adaptait très bien à un rock FM ou AOR comme on dit. Donc Jolene Turner. Te souviens-tu du magazine pour jeunes Bravo qui avait souvent plein de photos inédites? Oh bordel, je m'en souviens tellement bien. Et j'ai tellement adoré ce petit magazine allemand, il me semble qu'il sortait toutes les semaines et qui était un peu... on n'avait pas d'équivalent en France, mais c'était pour la jeunesse, quoi. C'était comme, il y avait OK Magazine, ou Girl à une époque aussi, qui était en fait pas que pour les filles, hein, mais où t'avais des trucs sur les pop stars, les machins, et qui était pas très cher, et où il y avait des photos. Mais en réalité, ces deux magazines-là, même OK, c'était assez minable comparé à Bravo, qui était d'une richesse visuelle, un dégueulis, un feu d'artifice de photos. Les pochettes de Bravo, je vais vous en mettre plusieurs parce que c'est exceptionnel. Mais je crois qu'aucune autre revue n'a osé aller aussi loin dans le patchwork de photos sur les pochettes de magazines, je veux dire, de les couves. Et ça marchait, moi j'adorais ça. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est surtout dans les années 80-90, mais surtout 80, où donc pas du tout d'internet évidemment, et où une photo inédite d'un artiste que t'aimes, ça n'a pas de prix. Enfin, quand t'es vraiment fan, je veux dire. Donc moi j'avais la chance, mais je sais qu'on en trouvait assez facilement, hein, le magazine Bravo, ça se trouvait assez facilement à Paris, dans les kiosques à journaux, à Montparnasse. Je sais que les kiosques, ils l'avaient au rayon import, hein, des magazines étrangers. T'avais ça, et puis t'avais des magazines anglais de musique aussi, évidemment. Des fois, t'avais Smash Hits, Number One aussi, qui était un magazine anglais aussi. Bref, mais Bravo, vraiment, chaque semaine, il y avait... Et moi, chaque semaine, je l'achetais, quasiment. Enfin, pendant pas mal de temps. Au moins entre 85-6 et 89-90. Ou là peut-être c'était moins mon truc, enfin où j'ai acheté d'autres trucs. Mais j'en ai acheté un milliard et tellement de posters, j'avais plein de posters dans ma chambre qui étaient des posters Bravo. Parce que ce que j'adorais avec ce magazine, c'était que ils en avaient rien à foutre, comment dire, de l'axe en fait. Ils étaient sans pitié, ils ratissaient large, c'était un bulldozer pour adolescents. Donc t'avais Stallone, Michael Jackson, Guns N' Roses, Depeche Mode, Billy Idol, c'était illimité, il ne s'interdisait rien. Bon Jovi, il y a eu plein de trucs avec Bon Jovi aussi.
Zig Zig Spoutnik. Alors, mais moi, putain, mais les photos inédites de Zig Zig Spoutnik dans Bravo, mais et vraiment, ils étaient très généreux. Et ils avaient aussi donc, je veux dire, il y avait beaucoup de photos et beaucoup de photos inédites de tous les artistes qu'ils abordaient, quoi. Ou très rares. Moi, par exemple, les posters de Bravo, c'était dingue. Je me souviens de posters de Stallone en Rocky, mais qu'on trouvait absolument pas dans les magazines français. Et pareil pour Michael. Même Michael, c'était allait même encore plus loin, parce que je sais qu'au bout d'un certain temps de collaboration, Michael aimait beaucoup la team de ce magazine. Et du coup, il était très cool avec eux. Donc, vraiment. Donc, ils avaient des photos exclusives, des trucs comme ça, de la part de Michael. Et on se retrouvait avec des posters de dingue, quoi. Ou des photos de séances qu'on connaissait, mais pas ces poses-là. Enfin, bref, c'était génial. J'adorais ce magazine. Et je découpais des trucs, je faisais... Enfin, c'était n'importe quoi. Oui, je m'en souviens. Mais avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et voilà, c'était la dernière question reçue. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, surtout un bon repas de Noël avec des cadeaux par milliers. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous juste après le nouvel an, avec ce sera du coup la 100e. Allez,